philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Bonjour, nous nous retrouvons pour le 10e épisode de La philosophie, ça sert à rien, et c'est ça qui est bien. Pour fêter ce 10e épisode, nous allons revenir sur un point que nous avions déjà abordé dans le premier numéro, à savoir la tâche même de la philosophie et sa définition. Nous allons le faire par le biais de l'étude d'un phénomène de société qui est apparu dans les années 70 sous le nom de nouvelle philosophie, ou plus exactement sous l'appellation des nouveaux philosophes. Car nous allons voir en effet que dans ce phénomène, ce sont plutôt les philosophes qui comptent, beaucoup plus que la philosophie. Inutile de consacrer beaucoup de temps aux nouveaux philosophes. Disons simplement que les nouveaux philosophes sont un petit groupe de penseurs des années 70 qui se sont autoproclamés nouveaux philosophes et qui ont introduit très habilement en philosophie quelque chose qui ne s'y trouvait pas avant. Le marketing et la communication. Introduire la communication et le marketing en philosophie, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, le philosophe Gilles Deleuze, que j'évoque parfois ici, a très bien résumé la situation dans un entretien paru en 1977 sous le titre de « À propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus général » que vous trouverez d'ailleurs très facilement en lecture gratuite en ligne. Dans cet entretien, Deleuze évoque un phénomène de société qui concerne les médias et le métier de journaliste et qui a permis, voire sollicité et encouragé l'apparition des nouveaux philosophes. Dans les années 50, le rôle du journaliste était celui d'un passeur de connaissances. C'est-à-dire qu'un journaliste allait chercher la connaissance là où elle se trouvait. Très modestement, il tendait son micro à un penseur, un écrivain, un responsable politique, un scientifique. Haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass die Conditio Humana, das Sein des Menschen in Gesellschaft und als Person dran gegeben habe? Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Nous voyons dans cette vidéo que le journaliste n'apparaît même pas à l'écran. Nous constatons aussi qu'il a manifestement beaucoup travaillé, voire qu'il a préparé l'entretien longuement avec Heidegger, afin que ce dernier puisse exprimer le mieux possible sa pensée au spectateur. Évidemment, nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus du tout ce type de format qui est considéré généralement comme lent et ennuyeux et qui évidemment n'est pas très séduisant pour les annonceurs. Il s'est passé quelque chose de particulier dans les années 70. Le monde des médias et des journalistes a pris une importance beaucoup plus grande qu'auparavant. Au point que les journalistes se sont sentis autorisés à produire ce que l'on pourrait appeler une parole autonome. Cela a donné le monde journalistique tel que nous le connaissons très largement aujourd'hui. C'est-à-dire un monde très riche en commentaires et en opinions, alors même qu'il est parfois très pauvre en informations véritables. Autrement dit, le monde de la communication et des médias s'est petit à petit autorisé à lui-même produire et mettre en scène l'information, voire à prétendre produire une sorte de pensée, comme le ferait un philosophe. Le problème, c'est que le journalisme a traité la pensée un peu à sa manière. Eh, dis-moi Karl Marx, tu vas arrêter de nous prendre la tête avec tes questions compliquées là, parce que moi il me faut mon article dans 30 minutes, hein. Alors tu te bouges Coco, hein. Ça te dérange pas si je t'appelle Coco? Même si je me moque un peu, il ne s'agit évidemment pas de dire ici que les journalistes sont tous bêtes ou incompétents. Évidemment que non. Il s'agit juste de dire que le métier de journaliste et celui de penseur ou de philosophe sont radicalement différents. La philosophie, comme toute activité, suppose certaines compétences spécifiques et un apprentissage parfois long. Il s'agit aussi de dire ici que le format journalistique, généralement rapide, à chaud, un peu polémique, à court terme, est exactement l'antithèse de ce qui permet une pensée philosophique. Et c'est là qu'interviennent les nouveaux philosophes. Les nouveaux philosophes vont en effet fournir au monde médiatique devenu dominant et omniprésent un produit que les journalistes pourront appeler philosophie, mais qui néanmoins sera parfaitement adapté au format journalistique. Votre sœur Véronique, est-ce que j'ai le droit d'en parler, qui s'est convertie au christianisme? Vous le faites. Non, mais vous prenez le droit. Vous avez été surpris?
Oui, j'ai été surpris, oui. Vous ne pouvez pas rien faire contre son choix. Vous l'avez accompagné. Le Christ. Attendez, c'est une... Dans cette vidéo relativement récente, nous voyons deux figures de cette époque, à savoir Jean-Pierre Elkabbach, qui est l'archétype même du journaliste des années 70, qui a soudain prétendu tout savoir à la place de tout le monde, et par ailleurs Bernard-Henri Lévy, chef de file des nouveaux philosophes, aujourd'hui devenu une sorte d'ailleurs de journaliste commentateur de l'actualité. On voit tout d'abord que le journaliste est au même niveau que le philosophe, et évidemment réciproquement. L'un et l'autre bavardent ensemble, on ne sait pas trop vraiment de quoi ils parlent, et à vrai dire on s'en fout un peu. Mais rentrons un peu plus dans le détail. Il y a, je crois, 4 critères qui caractérisent les nouveaux philosophes des années 70, mais également leurs héritiers spirituels que l'on peut voir aujourd'hui, notamment à la télévision. Premièrement, les nouveaux philosophes sont des toutologues, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler d'absolument tout et n'importe quoi. Vous pouvez les faire venir dans votre émission pour parler du réchauffement climatique, du marxisme, du terrorisme islamiste, de la religion ou de la gastronomie. Un nouveau philosophe répondra à vos questions de journaliste, mais en y ajoutant une petite sauce philosophique, par exemple, une belle citation, comme le disait Aristote. Deuxièmement, un nouveau philosophe vous parlera toujours de gros concepts, comme le disait Deleuze, avec de grosses oppositions un peu caricaturales qui nous sont déjà familières et qui ne nécessitent finalement pas beaucoup d'efforts, ni de notre part, ni de la part du journaliste, qui manque souvent de temps pour préparer son interview. Et qui en plus n'est pas philosophe, rappelons-le. Un nouveau philosophe va en général vous parler de la démocratie contre les dictatures, de la loi contre le rebelle, du fanatisme religieux contre l'athéisme ou la laïcité. D'ailleurs, le livre qu'il vient de publier à ce sujet, et dont il fait la promotion à la télé, peut se résumer en une page, voire en une phrase, voire en un titre. Mais comme le dit à nouveau Deleuze, le but d'un livre de nouveaux philosophes n'est pas tant d'être lu, que d'être commenté par la presse et de fournir un prétexte à des invitations pour des interviews télé ou radio. Ce qui nous amène au troisième point important, qui est la question de l'hypertrophie de la fonction auteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maladie? Cela signifie tout simplement que le nouveau philosophe en tant que personnage médiatique, on pourrait dire un people, a plus d'importance que son œuvre elle-même. Le nouveau philosophe ne ressemble pas à ces vieux philosophes chiants qui vivaient toute leur vie en noir et blanc et qui nous parlaient de leurs recherches bizarres et incompréhensibles. Un nouveau philosophe passe bien à la télé. Il est bien habillé, il parle vite et il fait des grands gestes avec les bras. L'important, c'est de juger cette pensée-là à l'aune de ses effets concrets, de la juger en termes matérialistes. Quatrièmement et enfin, le nouveau philosophe n'a pas le défaut des vieux philosophes ringards comme Platon ou Nietzsche, qui ont parfois tendance à poser des questions sans nous donner toutes les réponses. Un nouveau philosophe sait. Il a plein d'opinions sur tous les sujets et il semble avoir la réponse à tout. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Et comme me l'avait dit un jour l'éditrice, philosophe et psychanalyste Anne Dufourmontel, qui nous a tragiquement quittés cet été, à partir du moment où un philosophe se consacre plus aux réponses qu'aux questionnements, il ne fait plus vraiment de la philosophie. Salut Anne, tu nous manques. Évidemment, le succès relatif des nouveaux philosophes et de leurs successeurs vient du fait que leur pseudo-philosophie est beaucoup plus facile et accessible que par exemple le cours de philo un peu compliqué que vous avez pu avoir en terminale. À propos de choses faciles à comprendre, j'ai invité pour vous mon ami Sylvain Rénal, qui est en duplex en direct de ses vacances. Entre autres activités, Sylvain est professeur de physique, et notamment de physique quantique. Yann. Salut Sylvain! Sylvain, est-ce que tu pourrais rapidement résumer pour nos spectateurs ce qu'est la physique quantique en 2-3 mots? C'est à toi. En 2-3 mots, c'est difficile. Parce que la théorie quantique pose des questions qui sont radicalement en rupture avec la physique classique. On ne peut pas résumer ça en 2-3 mots. Ça pose la question du déterminisme, c'est-à-dire est-ce que la mécanique de l'univers qui nous entoure est une mécanique prédictible, et donc ça pose également la place du hasard. Et évidemment, tu l'entends bien, il faut qu'on puisse définir dans ce cas-là proprement ce que c'est que le hasard. C'est nul. Vivement que Sylvain invente la nouvelle physique quantique qui serait simple et accessible pour tout le monde. On conçoit parfaitement en physique ou en mathématiques, ou tout simplement pour apprendre par exemple le métier de cordonnier, que tout cela est compliqué et va nécessiter un certain temps d'apprentissage.
Tout le monde peut commencer à apprendre dès maintenant la philosophie, mais personne ne saura tout et ne comprendra tout en 5 minutes. Tiens, regarde Barnabé, un petit peu de philosophie. Là, dans l'écran ? Ouais. Pour vous, c'est un fait, on est entré dans une période de décadence qui annonce la fin de la civilisation occidentale. Ça vous paraît inéluctable ? Oui. C'est-à-dire que quand je regarde vos journaux télévisés, je suis persuadé qu'effectivement, on s'en va vers la fin. Ça va Barnabé ? T'as tout compris ? Ouais, j'ai tout compris. C'est la décadence, on est foutu, c'est le déclin de l'Occident. À force de devenir simple, la nouvelle philosophie devient souvent simpliste, tellement simpliste qu'elle n'a plus aucun sens. Une option serait bien sûr de traiter, comme je viens de le faire, la nouvelle philosophie par la rigolade, ou comme le fait avec talent et avec des moyens rigolos mais néanmoins discutables, mon ami Noël Godin par la tarte à la crème. Explique au Georges Bataille. Oh non! Mais simplement rigoler serait oublier un peu trop facilement la gravité des conséquences de la nouvelle philosophie. Premièrement, la nouvelle philosophie constitue un véritable assassinat de la philosophie. Comme le disait Henry Miller, la littérature est là pour rendre le réel plus complexe. Et même si la philosophie n'est pas exactement la littérature, je crois que la philosophie est là pour dire des choses fines, profondes, et non pas des choses grossières et immédiatement compréhensibles. Deuxième problème, la nouvelle philosophie, justement parce qu'elle est adaptée au mode journalistique et qu'elle sait habilement utiliser les médias, est omniprésente et elle occupe un espace finalement disproportionné par rapport à ce qu'elle a à dire. Or, cette occupation de l'espace, du coup, rend, pour ainsi dire, invisible tous ceux qui, dans le domaine de la philosophie, et ils sont nombreux, font encore un travail honnête et sérieux, quel que soit leur registre. Enfin, la nouvelle philosophie a accompagné et en quelque sorte légitimé un phénomène que l'on voit aujourd'hui exploser et qui est celui du bavardage non pensé. Ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir, il n'est pas toujours là où on nous le montre. Paradoxalement, alors que les nouveaux philosophes ne sont jamais avares d'une petite référence à l'esprit des Lumières, la vérité des textes de Montesquieu, ils ont en vérité largement contribué à un retour en force d'une forme de pensée obscurantiste qui consiste à répondre à la va-vite à des questions mal posées en utilisant des notions mal définies. En conclusion de ce propos inhabituellement critique chez moi, il me semble nécessaire de questionner ma propre légitimité dans le travail que j'essaye de faire dans ces vidéos. En effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que mon propos dans ces vidéos n'a pas une forme académique et traditionnelle pour la philosophie. Pour bien comprendre, prenons le temps de définir les mots et de distinguer la vulgarité de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est prendre le temps d'expliquer en des termes simples des notions complexes auxquelles les gens ne sont pas encore initiés. Vulgariser la philosophie consiste donc, au sens noble du terme, à aider chacun à faire au moins un pas sur le chemin escarpé et parfois difficile qui mène à une sorte d'élévation philosophique. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais ici résumer en 10 minutes toute la pensée d'un auteur ou toute la pensée d'une époque. La vulgarité en philosophie consiste au contraire à trahir la philosophie, à la déformer, la simplifier, c'est-à-dire en fait à la rabaisser jusqu'à ce qu'elle ressemble à un propos de comptoir digne du bar PMU d'à côté. C'est la décadence de l'Occident. C'est foutu, on est foutu, c'est la décadence de notre civilisation. Écoute-moi quand je te parle là. À ce moment-là, en effet, elle devient également accessible à tous et en plus sans effort. Sauf que c'est plus de la philosophie. Autrement dit, je suis absolument convaincu qu'il est possible de faire de la philosophie dans des médias traditionnels ou dans des nouveaux médias, à condition de ne pas soumettre la philosophie à des impératifs qui la rendent impossible, à savoir ceux du journalisme actuel, ceux du rythme effréné de l'actualité ou ceux d'un montage façon Fast and Furious 8. Au départ d'une civilisation, il n'y a jamais des choses gentilles et des individus qui font peace and love et qui viennent avec des brassées de fleurs pour construire une civilisation. Ça se fait hélas dans le sang toujours. Voilà, c'était la première et également la dernière fois que je vous parlais des nouveaux philosophes. Car effectivement, même critiquer les nouveaux philosophes, c'est encore les servir, encore rentrer justement dans leur logique de marketing et de communication. Les nouveaux philosophes ont abandonné ce qui constitue le cœur même de la quête philosophique, à savoir une certaine recherche de la vérité. Ils lui ont substitué une quête personnelle de la reconnaissance et du prestige. Ce qui de manière générale dans la vie, mais en particulier dans la philosophie,
me semble absolument impardonnable. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien.